Rebonjour, mes chers compatriotes. Tout à l'heure, on a été coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé et on a été coupé. Voilà, je relance le live là pour qu'on essaie d'aller jusqu'au bout. Bonjour Jean-Claude Tunkam. Bonjour Évariste. Vraiment, ça, c'est chiant parce que on a été coupé quand on était pratiquement à 300. On allait vers 400 personnes qui regardaient le live et vraiment, c'est. Je vous présente tous mes excuses. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une erreur de manipulation de ma part? Je n'en sais rien. On va essayer de relancer le live et c'est bien comme ça. On a terminé sur la crise de la basse. On va faire un deuxième live où on va parler. Je ne sais pas, Évariste Fancy. Je ne sais pas qui nous en veut. Et on va faire un deuxième. On va parler de la crise des liquidités des devises au Cameroun. Parce qu'en ce moment, les Camerounais disent qu'il n'y a pas l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? On va essayer de parler de ça. Je vais mettre un peu de musique des gens game, le temps que, voilà, que les gens se connectent un peu et que les gens partagent un peu. Et puis, on va lancer. Ouais, vraiment, vraiment. Je vous présente vraiment toutes mes excuses. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, parce que j'avais déjà des gens qui essayaient de m'appeler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, on a perdu le feeling là. Bon, on est 10 personnes qui regardent. Pourtant, on était bien presque 300 à 400 personnes. On allait vers 400 personnes. Bon, c'est la vie, hein. Et comme je l'ai dit, ce sera en replay sur mon mur et ce sera en replay sur ma page YouTube. Donc, vous pourrez regarder cela. Il n'y a pas de problème. On va parler de la crise des liquidités et des devises dans notre pays. Voilà. Pourquoi est-ce qu'en ce moment au Cameroun, il n'y a pas l'argent dans les banques? Les banques ont des difficultés. Elles ne financent plus. L'État même ne finance plus. L'État même ne paie plus ses factures. Et on a du mal à obtenir les devises pour ceux qui veulent faire les transferts à l'étranger ou bien qui veulent voyager. Ou bien ceux qui ont des cartes de crédit internationales qu'ils ont souscrit au Cameroun, comme des cartes Visa, Mastercard. Quand ils sont à l'étranger, on leur dit par exemple, votre carte, vous ne pouvez pas utiliser plus de 5 millions de francs pour plus d'1 million ou 2 millions de francs. Ça fait des problèmes parce que le pays a des difficultés de devises. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Moi, je vais expliquer ça pas du point de vue polémique, du point de vue de la science économique et de la finance. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que les Camerounais doivent comprendre ou connaître. Donc, je vais expliquer ça vraiment techniquement. C'est bien parce que ça va me prendre à peu près 1 heure de temps et je vais expliquer ça de façon à ce que les gens comprennent. Rebonjour Olivier, Chamberlain, Tompak et Sopak. Bonjour T.M. Long Robert. Bonjour Don Bertrand Lépée. Bonjour Évariste Fancy. Bonjour Ben Kameni. Bonjour Kembing KMB. Et Talom, le nom que je cherchais, je ne sais pas, j'ai oublié complètement. Ouais. Bonjour mon frère, mon tonton là, Hippolyte Méli. Bonjour Magloire. Bonjour Memaveu. Bonjour Joseph Chakunte. Albert Songui, bonjour. Fadimatou Hassan, bonjour. Garen Nana, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour Rostan Tendomo. Bonjour Victoire Elbenstein, bonjour. Oui, je vais expliquer la crise, je vais expliquer ça posément, la crise de liquidité que nous avons dans notre pays. Ça va me prendre à peu près une bonne heure, mais au sortir de là, vous aurez compris. Ok, merci Yves, c'est Seguela, ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Jacques Seguela, exact. Merci Yves. Je sais que tu es mon ordinateur parfois. Voilà, c'est Jacques Seguela, ouais, qui avait fait la fameuse campagne Mitterrand, tonton Mitterrand, ouais. Et avec ça, Mitterrand avait raflé 90% de l'électorat jeune à Jacques Chirac. Et il avait tué, comme on dit en politique, et Jacques Chirac est sorti, a appris la leçon. Et bon, il a appris la leçon, si on peut dire, ouais. Voilà. Bonjour Guy Fondio. Oui, le live a été coupé par Dimato. Je ne sais pas pourquoi. J'avais trop de gens qui m'appelaient là.
là, je demanderai aux gens d'éviter de m'appeler quand je suis en live. Parce que finalement, ça... Voilà. Mettez aussi les cœurs, s'il vous plaît, pour éviter que les gens qui mettent les têtes de mort là ne nous gâchent le live. Merci à ceux qui mettent les cœurs. Voilà, cette deuxième partie de live, je le dédie à une bonne amie, Sandy Boston, qui est une Camerounaise qui vit en Angleterre, qui est une Camerounaise engagée et vraiment qui est pétrie de conviction, qui est une médecin généraliste et qui est pétrie de conviction et qui se bat vraiment pour que dans notre pays, on ait un Cameroun qui ressemble à un tout autre pays. Voilà. Fin de la musique, place au live maintenant. Je voudrais parler de la crise des liquidités et des devises au Cameroun. Alors, en ce moment, tous les Camerounais ont constaté que notre pays fait face à une grave crise de liquidités. Comme disent les Camerounais, il n'y a pas d'argent. Les banques ont des difficultés à accorder des facilités aux entreprises. L'État ne règle plus sa dette intérieure. L'État règle laborieusement les emprunts obligataires qu'il a fait sur le marché, les marchés financiers intérieurs. Et je ne sais pas s'ils ont commencé déjà à régler leur eurobond, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, les entreprises d'État, hein, comme AES-Sonel, je peux appeler ça entreprise d'État, parce que l'État est toujours présent dans l'actionnariat. Des entreprises comme Camtel et autres ont de grosses difficultés parce qu'elles ont accumulé un passif important avec l'État, qui est constitué des dettes, des créances commerciales. Les banques camerounaises ont de grosses difficultés parce qu'elles ont un passif avec l'État qui doit leur payer. L'État sur le marché monétaire de la Banque centrale et sur les marchés financiers à Douala comme à Libreville a des emprunts obligataires, un encours volumineux qui n'a pas encore réglé. Les prestataires de services de l'État, ça veut dire ceux qui ont travaillé dans la construction, ceux qui livrent les fournitures, ceux qui livrent le carburant, ceux qui donnent les voitures, etc., ont des factures impayées avec l'État. Et ça fait un problème, ça pénalise l'économie. On dit qu'il n'y a pas de liquidité dans le circuit économique. Bon, je vais expliquer les raisons pour lesquelles il n'y a pas de liquidité. Ça veut dire que j'avais déjà fait des lives où j'ai expliqué, hein, je demande aux Camerounais toujours de regarder les précédents lives que j'avais fait pour expliquer comment la dette, le mécanisme de la dette intérieure et comment, quand un pays s'endette dans sa devise et crée les conditions pour que ce soit les facteurs locaux en termes de travail, en termes de capital, en termes de know-how, c'est-à-dire qu'en termes d'intelligence, en termes de capital technique, en termes de matériel, matières premières, que ce soit ces facteurs-là qui soient utilisés, ça permet à ces pays, s'ils financiarisent sa dette, quand le système est en difficulté, comme en ce moment, de racheter la dette parce qu'elle a été titrisée et financiarisée et de réinjecter l'économie pour que ça reparte. C'est ce qu'Obama a fait aux États-Unis avec ce qu'on avait appelé le paquet stimulus. Ce serait long à expliquer parce qu'il faut regarder mon live précédent pour comprendre le système financier ici. Quand Obama est arrivé, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait la crise des subprimes. Il n'y avait plus de liquidité dans l'économie parce que la crise des subprimes est née du fait que les banques ont pris dans le bilan d'une banque. L'argent que vous déposez à la banque dans votre compte, c'est une dette pour la banque. Donc, c'est inscrit au passif. Les fonds propres de la banque, c'est inscrit à l'actif. Ça veut dire que c'est la propriété de la banque. Les titres fonciers, donc les autres actifs que la banque détient, les titres de propriété sur des immobilisations, un immeuble, un camion, un bateau, j'en sais rien, c'est aussi inscrit aux actifs de la banque. Les titres, que, par exemple, les valeurs mobilières de l'État,
C'est inscrit à l'actif de la banque. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que les banques détenaient ce qu'on appelle asset-backed security. Ça veut dire que le refinancement du crédit qu'on a titrisé, les banques détenaient ça. Les banques détenaient les mortgages. Ça veut dire que les prêts, elles achètent des maisons, c'est-à-dire qu'elles empruntent l'argent aux gens pour acheter des maisons, mais c'est la banque qui détient le titre de propriété jusqu'à temps que tu la payes et puis elle te remet le titre de propriété. Donc, elles avaient investi dans les mortgages. Elles avaient aussi investi dans la dette de l'État. Bon, elles avaient investi aussi dans certains titres. Ce qui s'est passé, c'est que une fois que les mortgages, généralement, sont rachetés par Freddie Mac et Fannie Mae, en fait, qui sont des institutions fédérales. C'est pour ça que les banques investissent dans la construction. Une fois, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que il y a eu la crise des subprimes, les gens ne pouvaient pas payer. Ça a créé une dépréciation de la valeur des maisons. Ça veut dire que quand vous veniez sur votre banquier vous disait, je vous emprunte de l'argent pour acheter une belle résidence qui coûte 400 000 $, donc 200 millions de francs CFA. La belle résidence là, vous mettez un dépôt de 50 000 $, donc 25 millions, et après vous commencez à me payer petit à petit. Donc, quand on s'est rendu compte que les gens étaient défaillants, ne pouvaient pas payer parce qu'on avait donné les crédits sans évaluer leur capacité à pouvoir rembourser, on avait dit c'est seulement la maison. Il y a eu une dépréciation de la valeur de ces maisons. C'est-à-dire que si la maison est une dévaluation, pas dépréciation, dévaluation. C'est-à-dire la valeur de la maison, on a dit voilà, si ça valeur 400 000 $, on dit vraiment au cours du marché, maintenant ça vaut 200 000 $. Résultat des courses, les actifs des banques ont baissé. Ça veut dire que c'est que si une banque avait investi dans les mortgages pour 2 milliards, les mortgages ne valaient plus qu'1 milliard. Et pour que les comptes des banques soient équilibrés, les banques ont dû passer des provisions donc, au passif. Et les comptes se sont retrouvés déséquilibrés parce que ces provisions ont mangé la trésorerie des banques qui a l'actif. Et les banques n'avaient plus de liquidité pour financer l'économie. L'économie s'est arrêtée. Et le paquet stimulus d'Obama avait consisté, entre autres, à ce que j'ai appelé quantitative easing. Ça veut dire que la Banque centrale a imprimé de la monnaie pour acheter tous les actifs financiers que les banques avaient, ce qu'on appelait asset-backed security, là, pour acheter ça, nettoyer ça dans le bilan des banques et injecter de la trésorerie à la place aux banques, de donner de la liquidité. Ça a consisté à recapitaliser Freddie Mac, Fannie Mae, qui est l'organisme de refinancement de crédit mortgage, et ils ont racheté donc nettoyé ces mortgages à l'intérieur des banques. Et ça a saigné le bilan des banques et ça a permis aux banques de recommencer à donner du crédit et donc de faire partie de l'économie. Et la Banque centrale aussi a baissé les taux d'intérêt à presque zéro, dont 1%, je crois, qui était le taux directeur. Le crédit a commencé à devenir moins cher. Les cartes de crédit qui sont aujourd'hui à 25% étaient à l'époque à 12%. Donc, ça a relancé la consommation et ça a relancé l'investissement. Voilà comment aux États-Unis, le paquet stimulus d'Obama, quand je dis paquet stimulus, il y a d'autres choses. Hein. Il y a ce qu'il avait fait, les assurances maladie, c'était un package. Paquet stimulus, et ça a permis de relancer l'économie. Dans le cadre, voilà comment les États-Unis en sont sortis, parce qu'ils ont un système financier qui est modélé, design, modeling, qui est conçu de manière que on s'endette dans la monnaie nationale, on fait des transactions dans la monnaie nationale, tout est fait dans une monnaie nationale dont ils ont la souveraineté. Les banques sont des banques américaines, l'épargne américaine est recyclée dans le pays, les principaux investisseurs dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les services sont les Américains, etc., 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 etc. Les Américains possèdent des actifs à l'étranger, donc ils ont plusieurs leviers sur lesquels ils peuvent agir en tant qu'économistes pour se sortir de la situation. Dans notre pays, on ne peut pas transposer l'analyse qui est valable pour un économiste sur le système américain au système camerounais. Pour quelle raison? Parce que l'économie camerounaise est extravertie. Elle ne produit pas ce qu'elle consomme. Elle produit en majorité ce que les autres consomment. Le bois, le cacao, l'EVA, le pétrole brut, le gaz brut liquéfié, etc., etc., le coton, etc., 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 etc. La banane, l'ananas, tout ça, c'est les produits que nous produisons pour exporter. Et en contrepartie, nous empruntons
essentiellement auprès des institutions financières internationales et en devise pour nous financer à l'intérieur. En 37 ans, Paul Biya n'a jamais pensé à mettre en place un système de financement de notre économie basé sur les facteurs de production locaux, sur le capital local, sur les entrepreneurs locaux et sur un système bancaire majoritairement dominé par des locaux. Résultat de course, notre pays se retrouve avec un système financier qu'on appelle dans le jargon économique un système extraverti. Ça veut dire qu'il est tourné vers l'extérieur. À partir du moment où il est tourné vers l'extérieur, c'est un système que nous ne maîtrisons pas. Parce que nous nous endettons en devises étrangères pour travailler. Nous vendons à l'étranger à des prix que nous ne maîtrisons pas. C'est les acheteurs qui nous imposent les prix. Et à tout moment, notre pays, notre économie peut être déséquilibrée. Ça joue sur nos devises, ça joue sur les recettes de l'État, parce que l'État prélève une bonne partie des impôts sur l'exportation du bois, du cacao, du coton, etc., etc. Ça joue sur la balance des paiements de notre pays, ça joue sur la solvabilité de notre banque, de notre économie, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas assez de devises pour que les entrepreneurs importent la matière première ou certains biens d'équipement, les usines sont à l'arrêt, l'heure pour la production baisse, donc il y a moins d'impôts pour l'État. Donc il y a une conjonction de facteurs. Pour que les Camerounais comprennent bien, je vais essayer d'expliquer chaque concept point par point. La crise de liquidité que traverse le Cameroun est due d'abord, à l'endettement public de l'État. Il est dû aux conséquences des impayés que l'État a sur les entreprises locales. Il est dû à la thésaurisation. Il est dû à la crise anglophone. Il est dû à la récession et à son impact négatif sur la trésorerie des banques, etc., etc. On va commencer par le commencement. Je préfère parler de ce qui est simple, que les Camerounais connaissent bien parce que c'est l'actualité. Ces jours-ci, on en parle beaucoup. En l'occurrence, c'est la crise anglophone. Bon. Oui, Siri Tafo dit au Cameroun, l'État taxe les ressources des banques. C'est le long terme et réduit leur marge de manœuvre. C'est incroyable. Ben, Siri Tafo, dans tous les pays du monde, l'État taxe les ressources des banques. Hein. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Le problème, je fais un petit aparté pour te répondre rapidement. Le problème dans notre pays, c'est que, Siri Tafo, la création monétaire dans une économie se fait par la Banque centrale. Ce que les Camerounais, ce qu'on dit pas aux Camerounais, à peu près 60-70%, ce que les gens ne pensent pas, ils pensent que c'est la Banque centrale qui crée la monnaie. Non, c'est la banque commerciale qui crée la monnaie. Quand tu vas à la banque commerciale, tu dis, j'ai un conteneur au port. Tu vas à CCA, CCA te dit, oh, si vous voulez dédouaner votre conteneur, vous venez ici, on signe une clause de tierce détention et je vous donne un chèque pour aller retirer votre conteneur au port. Mais c'est parce que ce chèque qui vous donne là, ça ne repose sur rien, ça repose simplement sur les règles de droit. Il n'a même pas cet argent-là n'existe même pas dans ses comptes. Mais c'est seulement une autorisation légale, on lui dit, bon, à partir du moment où tu écris tout ce bout de papier, tu signes, ce bout de papier a une valeur, c'est de l'argent. Et tu peux prendre ça pour aller déposer au trésor public et enlever ton conteneur. Et peut-être la compensation, entre-temps que CCA crédite, le trésor public a un compte à CCA, il efface le chiffre ici, il met ici. Maintenant, c'est toi l'entrepreneur qui crée la valeur, puisque quand tu vas dehors, tu vends ta marchandise, tu viens verser de la liquidité. Et c'est la liquidité qui permet de faire le clearing du système. Sauf que chez nous, l'économie est essentiellement rentière et spéculative. Le commerce est spéculatif. Les matières premières, c'est la rente. Il n'y a pas de création de valeur. Ce qui a pour conséquence que la masse monétaire n'augmente pas. J'explique les choses simples. Supposons que le même entrepreneur qui va prendre un chèque de 50 millions à CCA pour aller dédouaner un conteneur de friperie, prenez les mêmes 50 millions pour aller au port, retirer un conteneur de papier recyclé venu d'Allemagne, qu'il va prendre, qui est peut-être de 50 millions, qu'il va prendre pour fabriquer les papiers hygiéniques de 500 millions. La conséquence, c'est que quand la banque commerciale crée de la monnaie de manière fictive avec 50 millions de francs, elle permet de générer derrière une transformation, une création de valeur ajoutée
qui va revenir sous forme de trésorerie dans la banque, qui sera de 500 millions, et non peut-être de 100 millions de francs pour une marchandise de commerce. Donc, il y a un gap de 400 millions de francs. Et c'est ça qui permet maintenant à la Banque centrale derrière, avec la souveraineté, d'imprimer un supplément de monnaie nationale pour que ces comptes puissent être équilibrés. C'est pour ça que quand l'État chez nous taxe les banques sur leurs ressources, comme les banques, la création monétaire des banques n'est pas adossée à un instrument, une politique industrielle qui crée la valeur ajoutée, ces ressources-là sont faibles et non pas la progression de ces ressources n'est pas exponentielle, elle est numérique. C'est-à-dire que si c'est 2, c'est 2, c'est 2, c'est 2, c'est 2, elle n'est pas exponentielle où on dit 2 permet de créer 4, 4 permet de créer 10, 10 permet de créer 100, 100 permet de créer 1000, etc. Donc, il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance, croissance en termes de valeur ajoutée. Ça veut dire que je te prends encore, je dis encore, Cyril Tafo, tu as une banque, tu donnes 50 millions à un importateur, il va enlever un conteneur au port de 100 millions, de 50 millions, il vend, il a acheté à 50, ou disons il a acheté à 25, il dédouane à 25, ça fait 50, il va vendre à 100. Donc il va revenir verser 100 millions à la banque. Si c'est un industriel, il a acheté à 25, il va dédouaner à 15, il va dépenser 10 pour transformer, ça fait 50, il va vendre à 500. Parce qu'il a créé la valeur ajoutée. Résultat des courses, la banque va recevoir, la banque centrale aura le pouvoir d'imprimer la monnaie et de gonfler la masse monétaire. À partir de ce moment, les ressources sont importantes, les commissions, les placements, etc. Et la banque prélève, la banque fait des affaires vraiment diversifiées. C'est pour ça qu'on aura le temps, je ne peux pas tout dire dans un live comme celui-ci. Vous voyez, à peine j'ai voulu expliquer, on est bientôt à 30 minutes. Il va falloir à un moment réformer notre système, mettre en place une politique industrielle si nous voulons que notre système financier soit efficace. Donc, une fois que j'ai dit ça, je reviens à la crise de la liquidité. La première raison pour laquelle nous avons une crise de la liquidité dans notre pays, c'est d'abord l'endettement de l'État. Je l'ai dit, c'est vrai, j'ai été combattu par les gens sur les réseaux sociaux qui ont dit non, celui-ci raconte des histoires. L'État du Cameroun ne dit pas la vérité aux Camerounais sur la nature de sa dette. La dette de notre État est affreuse. Elle est très élevée, elle est très... il est temps que vraiment l'État se penche sérieusement sur la dette. Il y a une fuite en avant de nos dirigeants politiques qui ne veulent pas parler du niveau d'endettement de notre pays qui est exorbitant. À partir du moment où ce niveau d'endettement est exorbitant, nous n'arrivons pas à lever les capitaux vraiment pour ce que nous n'arrivons pas à faire démarrer notre économie dans le sens où cette dette n'a pas été utilisée pour... Et surtout, le problème de cette dette, c'est qu'elle n'a pas été utilisée pour vraiment construire des infrastructures qui fonctionnent, dites infrastructures structurantes. Elle n'a pas été utilisée pour renouveler l'outil de production ou de création de richesse. À partir de ce moment, on est un peu en difficulté, quoi. On est un peu à la bourre, si je puis dire, comme on dit souvent dans le jargon. Et le fait que nous soyons un peu à la bourre fait que, bon, l'économie de notre pays ne parvient pas à décoller. La conséquence, c'est que le Cameroun doit maintenant commencer à rembourser sa dette. Ceux qui ont regardé la loi des finances de 2018, qui va s'appliquer qui a été votée en fin 2018, qui va commencer à 2019, voient que le service de la dette, c'est déjà de 1000 milliards. Or, quand nous avions atteint le PPTE, on avait ramené le service de la dette à rien. C'était les histoires qu'on avait ramenées à 90-100 milliards. Aujourd'hui, on est déjà des 1000 milliards. Donc, le gap de ces 900 milliards-là, l'État est obligé de prendre ça dans la trésorerie d'État pour payer les débiteurs, les gens qui lui ont donné l'argent. Or, nous n'avions cessé de dire, quand le Cameroun s'endettait, qu'on s'amusait un peu trop. Les gens ont cru que c'est... Je suis Camerounais, je connais les Camerounais. Le Camerounais, il va à la banque, il prend un crédit. Quand il sort de là, il croit que c'est tombé du ciel. Il commence à manger et boire dans les bars. Il prend un crédit rentrée scolaire, il va à la BICEC, là, on lui donne 1 million pour envoyer ses enfants à l'école. Il s'assoit, il mange 200 000 dans les bars. Il appelle les femmes au quartier. Il dépense. C'est un peu comme ça que l'État s'est comporté. Il a confondu la dette et aujourd'hui, on est contraint de payer alors qu'il n'y a pas vraiment eu une croissance. Ça veut dire qu'on n'a pas vu des investissements privés productifs sortis de terre, des usines, des complexes industriels, des zones industrielles avec des usines modernes. On n'a pas vu nos vieilles usines là se rénover, acheter des machines modernes performantes pour créer plus de valeur ajoutée. Résultat de course, la structure de ressources budgétaires de l'État n'a pas changé.
L'État n'a fait qu'augmenter l'assiette, augmenter le taux, augmenter l'assiette, augmenter le taux, augmenter l'assiette. Or, on arrive à un moment où la bulle explose. Résultat des courses, la dette qui, dans le bilan, le compte de notre trésorerie nationale, est inscrit au passif de l'État. L'État doit maintenant utiliser les ressources qui sont les actifs dans sa comptabilité nationale pour commencer à apurer la dette. Ça fait qu'il y a moins d'argent. Comme cette dette est à 97% extérieure, il y a désormais moins d'argent pour commencer à payer la dette intérieure. Parce que quand on signe des contrats d'endettement extérieur, on donne toujours un différé. On dit parfois 2 ans, 3 ans, 5 ans. Pendant ces années, on aurait dû vraiment se battre pour lancer une industrialisation massive. On ne l'a pas fait. Résultat des courses, quand vous regardez les ressources de l'État, je dis encore que dans le bilan de l'État désormais, l'État doit apurer une partie de son passif en remboursant ses dettes extérieures. Donc le service de la dette absorbe pratiquement 1000 milliards. Ça fait que l'État n'a plus assez d'argent pour payer les fonctionnaires, pour payer les opérateurs camerounais qui ont travaillé pour lui. Ça s'appelle sa dette intérieure. Donc il paye la dette extérieure qui, même en mettant 1000 milliards, ne représente, je dis, ça représente, je crois, les intérêts sur l'aide de 700 milliards, il rembourse 300 milliards sur le principal. Donc, c'est rien. La situation est désastreuse. Voilà l'une des raisons pour lesquelles l'État ne parvient pas à payer ces trucs. Bon. Maintenant, la conséquence de ces impayés sur les entreprises locales, c'est que là où l'État du Cameroun a maintenant des problèmes, c'est qu'il est comme il s'est habitué à s'endetter à l'extérieur. Comme il doit payer sa dette extérieure à l'extérieur, sa dette extérieure à ses créanciers qui sont basés à l'étranger, du coup, il ne paye plus sa dette intérieure. Or, nous sommes dans un système où ce n'est pas les investisseurs étrangers qui produisent vraiment les recettes. Les recettes sont produites par les agriculteurs qui produisent le cacao, le coton, le café, le bois, etc., sur lesquels l'État prélève d'énormes recettes d'exportation. Les recettes sont produites par la fiscalité indirecte, ça veut dire sur les alcools, le tabac et le carburant. C'est les Camerounais qui consomment le carburant, c'est les Camerounais qui consomment les alcools dans les bars, c'est eux qui consomment le tabac, c'est eux qui consomment les produits de beauté soumis au droit d'assises. Les ressources de l'État proviennent aussi des entreprises, mais il ne peut pas, les entreprises, pas l'impôt sur les sociétés, mais l'impôt sur le revenu des travailleurs, la taxe sur la valeur ajoutée que les entreprises collectent et reversent à l'État. Donc ce sont les Camerounais qui paient les impôts. Sauf que le problème maintenant, c'est que comme l'État s'endette essentiellement à l'extérieur, l'État est tenu au jour d'aujourd'hui de rembourser sa dette à l'étranger, au détriment des entreprises nationales qui sont celles qui génèrent, qui lui donnent la TVA, qui lui donnent l'impôt sur le revenu des travailleurs, etc., etc. La conséquence, c'est que ça pénalise notre système. Parce que comme l'État ne paie plus sa dette à l'intérieur, les entreprises camerounaises ont du mal, elles aussi, à honorer leurs obligations même vis-à-vis de l'État, à payer les cotisations sociales des travailleurs, à payer la dette privée de l'État. Et si elles ne payent pas à payer, par exemple, les impôts à l'État, et si elles ne parviennent pas à payer les impôts à l'État, ça fait un problème. Ça fait que l'État du Cameroun ne perçoit plus les recettes fiscales, donc il commence à avoir un déséquilibre budgétaire et il est obligé d'emprunter encore pour pouvoir combler les déficits budgétaires. Il entre dans une spirale mortelle. Il entre dans une spirale mortelle. Pour ceux qui se souviennent des débats que je faisais encore il y a 1 an ou 2 ans avec Dieudonné Essomba, c'est de ça qu'on parlait dans le cercle d'économie. On mettait en garde l'État du Cameroun en disant, faites attention, il va arriver une spirale où vous allez entrer dans l'intérieur. Et quand vous entrez dans cette spirale, ça accélère et puis ça vous broie complètement. Vous êtes obligé d'emprunter pour payer les dettes, emprunter pour payer les dettes. Et comme c'est en devise, vous êtes obligé d'emprunter en devise, emprunter en devise. Vous êtes lié par les créanciers internationaux. Il y avait nécessité de restructurer la structure, de repenser l'architecture de notre endettement, mais également de pouvoir commencer à s'endetter à l'intérieur et utiliser les facteurs locaux, ça veut dire les compétences, les bureaux d'études, le matériel, le capital local, pour commencer à travailler et s'affranchir un tout petit peu de l'extérieur. L'État du Cameroun, Paul Biya ne l'a pas fait de toute façon. Qui peut lui dire? Lui, il ne parle pas trop avec les Camerounais. Son pays, c'est Genève, il va, il s'installe là-bas et puis il cause avec, je ne sais pas avec qui il cause, mais il cause avec les gens là-bas, il ne parle pas avec les Camerounais. On a une assemblée nationale, il ne peut pas avoir des débats comme ça où les Camerounais économistes peuvent venir s'asseoir et donner des contributions à nos députés pour nourrir le débat.
Résultat de course, ça nous pénalise. Résultat de course, ça nous pénalise. Donc, le fait que l'État ne paye pas ses dettes a des conséquences sur la solvabilité des entreprises camerounaises qui ne peuvent plus payer leurs impôts, qui ne peuvent plus rembourser leurs crédits aux banques, ça veut dire les avances de trésorerie, sous forme de crédit documentaire, sous forme de découvert bancaire, c'est-à-dire tout ce qui est à court terme, c'est-à-dire sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, les entreprises ne peuvent pas faire face à ça. Donc, du coup, ça augmente le passif des banques, ça augmente non, pas le passif, parce que le passif des banques, c'est les dépôts. Ça vide la trésorerie des banques. Les banques sont obligées de réaliser certains passifs comme des titres qu'elles détiennent, déposés à la Banque mondiale ou empruntés sur le marché interbancaire. Et petit à petit, ça assèche la liquidité dans le cycle économique. Parce qu'il y a un acteur, c'est une chaîne, il y a un acteur qui est défaillant, cet acteur s'appelle l'État. Bon. Autre chose, la crise anglophone. Personne ne peut nier que la crise anglophone en ce moment mette en difficulté notre État. Et c'est pour ça que tout le monde, nous avons appelé au dialogue politique inclusif. Malheureusement, l'État du Cameroun ne comprend pas tout le monde. C'est-à-dire qu'une fois que vous dites des choses comme ça, vous faites insulter. L'État du Cameroun n'a pas mis en place un dialogue inclusif dans la crise anglophone. La conséquence, c'est que le tissu économique situé en zone anglophone, et je l'avais dit dans un live, que la zone anglophone, c'était au moins 40%, avec le pétrole, presque 70% du PIB du Cameroun et des ressources de l'État. Le pétrole, le gaz, mettez même ça de côté. Vous avez la CDC, qui est le premier employeur, mais dont le chiffre d'affaires n'est pas celui qu'on nous communique tous les jours. Il est 10 fois plus que ça. Parce que la CDC fait la banane, elle fait l'ananas, elle fait l'EVA, elle fait le palmier à huile, elle exporte beaucoup, elle paie beaucoup d'impôts, l'impôt sur le revenu, la TVA, etc. Elle est un des grands employeurs, mais aussi un grand pourvoyeur de taxes. La Sonara raffine le carburant pour l'Afrique centrale, et pas seulement pour le Cameroun. Elle raffine pour le Tchad, elle raffine pour la Centrafrique, elle raffine pour la Guinée équatoriale, elle raffine pour le Gabon, elle raffine même pour l'Angola parce que il y a le pétrole qu'on prenait à la Sonara, on fait le cabotage, parfois même au Nigeria. La Sonara vendait un peu partout. Quand vous regardez les comptes consolidés de la Sonara sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'elle a des activités, elle a une activité multinationale. Donc la crise anglophone, la diaspora anglophone qui vit à l'étranger était une grande pourvoyeuse de ressources via les agents de transfert d'argent. Donc qui dit transfert d'argent dit que c'est des services financiers sur lesquels l'État prélève la TVA, prélève l'impôt sur le revenu des employés, etc., etc., etc. Donc, on a laissé pourrir la crise anglophone et ça a une conséquence néfaste sur l'économie réelle, qui fait que notre économie a souffert de la crise anglophone. Pour nous, Kamgia, après mon live, je vais te bloquer. Tu ne feras plus partie de ma liste d'amis, donc tu as encore le temps. Et tu sais pourquoi? Parce cause de ce que tu viens d'écrire là. Je ne vais pas lire ça là. Je vais te bloquer après ça. J'ai dit ce matin que je n'avais plus de temps. Je ne rigole plus avec les gens sur mon mur. Donc, la crise anglophone a eu un impact sur notre économie. Des entreprises comme la CDC sont à l'arrêt. Des entreprises comme la Sonara n'existent plus. Il y avait quand même un tissu basé sur le tourisme. Quand vous allez au sud-ouest, quand vous allez au nord-ouest, des villes comme Bamenda, moi, c'est des villes que je connais très bien. Vous allez dans des hôtels comme Ayaba, vous voyez des gens qui descendent, qui viennent de l'étranger se marier à Bamenda. Qui viennent se marier à Bamenda. Et quand ils arrivent dans la ville de Bamenda, il y a beaucoup d'activités. Ils consomment en devises, en dollars. Vous allez à Limbe, qui accueille les touristes avec ses plages de sable noir, etc. Vous avez des industries sur Limbe comme la société de production d'eau minérale Sémé et d'autres industries dans le coin, des producteurs de cacao. N'oubliez pas que 40% du cacao de notre pays vient de la région du sud-ouest. Donc, la crise anglophone oh Dieu. Donc, si je puis dire, la crise anglophone a en quelque sorte, mettez les cœurs
Voilà. Ce live-là va s'arrêter. Mais écoutez, si le live-là s'arrête, je vais essayer seulement de le refaire la semaine prochaine parce que là, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. La crise anglophone a en quelque sorte fragilisé le tissu économique de notre pays parce que notre pays avait une bonne partie des industries camerounaises qui sont basées en zone anglophone. Et à partir du moment où ces industries sont à l'arrêt, l'État perd énormément de recettes budgétaires. L'État perd énormément de recettes en devises. La Sonara, la CDC, les ressources issues du tourisme. Donc, quand on calcule l'impact de ça au niveau de la comptabilité nationale, je veux dire, moi, j'ai dit la dernière fois que ça représente un tiers. Beaucoup de gens m'ont contesté. Ben, si mes analyses sont fausses, parce que je n'ai pas voulu aller dans les détails et prendre une feuille de calcul Excel, de le faire calculer, parce que j'aurais pu le faire si les gens me demandaient ça d'un bon cœur. Mais quand on me demandait ça avec des insultes, je ne l'ai pas fait. Mais pour tout Camerounais qui regarde aujourd'hui, il se rend bien compte que ça n'a, c'est-à-dire que l'impact est vraiment de un tiers, c'est-à-dire que ça pénalise énormément la trésorerie de l'État. L'État du Cameroun n'a pas vu. Je ne comprends pas, c'est myopie, c'est cécité. Ils n'ont pas vu que le défaut, la crise anglophone, si le tissu industriel était pénalisé, etc., ça ne leur permettait pas d'avoir les rentrées fiscales qui les permettent d'honorer les engagements de l'État en termes de dette, en termes de dette intérieure, de dette extérieure, en termes de réserve de change du pays, pour que les agents économiques camerounais, c'est-à-dire que les entreprises, les ménages, puissent faire des transactions commerciales avec l'extérieur. Donc, notre pays a ignoré ça et ça a eu des conséquences sur la liquidité, la solvabilité même de notre économie, dans le système bancaire, dans la banque centrale, etc. etc. Bon. Autre chose, je voulais parler de la récession. Bon, là, c'est un peu technique, mais je vais essayer d'expliquer ça simplement pour que les Camerounais comprennent. Je l'ai expliqué tout à l'heure avec les Américains. Il y a un danger que ceux qui nous dirigent doivent faire très attention. Au niveau du ministère de l'économie et des finances et au niveau du secrétariat général adjoint à la présidence, parce que c'est le secrétariat général adjoint à la présidence qui s'occupe des... C'est le secrétariat général adjoint à la présidence dans notre pays qui s'occupe des questions d'économie au palais. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, et partagez pour que ça fait un genre là, je ne comprends pas trop. Ça me saoule un peu. Au niveau du secrétaire général, il devrait faire très attention. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que, en principe, lorsqu'il y a récession dans une économie, si l'État ne prend pas des dispositions pour relancer le secteur bancaire, éviter la crise de liquidité dans le secteur bancaire, l'économie s'effondre. D'abord parce que l'argent dans le secteur bancaire, c'est comme dans le sang dans le corps pour un pays. C'est le secteur bancaire qui finance le système. Et le secteur bancaire doit disposer de la liquidité. Ça veut dire que devant une situation comme celle-là, où notre chef de l'État est lui à Genève, il est dans son hôtel en train de s'entrelacer, l'État devrait utiliser certains leviers pour permettre de relancer le secteur du crédit. Parce que, si vous voulez, prenons une banque camerounaise, Afriland Bank par exemple. Je ne dis pas que c'est le cas, hein, je prends un exemple. Moi, je veux parler des banques camerounaises, je ne veux pas parler des banques étrangères. Afriland Bank, par exemple, dit, moi, chaque année, j'emprunte 100 milliards à l'économie camerounaise. Ça veut dire que je prends 20 milliards sur mes fonds propres, je prends 40 milliards qui est issu de refinancement à la Banque centrale, et je prends 40 milliards qui est les dépôts de la clientèle. Ça me fait un mix de 100 milliards, et j'emprunte 100 milliards aux opérateurs économiques camerounais. Dans ces opérateurs économiques, 50% des opérateurs économiques, c'est les gens qui travaillent pour l'État. Ça veut dire qu'ils font les marchés, comme on dit au Cameroun. Ça veut dire que
Ils font la construction des écoles, ils font la construction des routes, ils font la construction des stades, ils font la maintenance sur un barrage, ils font, etc., etc., etc. Ils font plusieurs choses. Donc, ils embauchent des Camerounais, ils payent les factures, ils payent les impôts, etc. Donc, c'est des entreprises. Donc, 50 milliards, je leur donne. 50 autres milliards, je finance les entreprises, par exemple, 30 milliards pour les entreprises industrielles qui importent la matière première, comme les faux-cours, pour fabriquer les tôles, pour fabriquer la peinture, pour fabriquer je ne sais pas moi, le savon de toilette comme Azur. Et 20 milliards, c'est pour les gens qui importent les conteneurs, la friperie, l'huile, le beurre, etc., pour revendre au point de vue local. Si l'État ne paye pas sa dette, qu'est-ce qui se passe? Afriland First Bank, dans son portefeuille, a 20 milliards de dettes pour les importateurs. Bon, l'importateur continue à importer, vend, donc peut honorer ses engagements vis-à-vis d'Afriland First Bank. Afriland First Bank a 30 milliards vis-à-vis des industriels. Bon, l'industriel arrive encore à vendre, même si on traîne un peu pour le payer, mais il vend, ça tourne encore. Afriland Bank a 50 milliards de gens qui ont travaillé avec l'État, donc ces gens doivent maintenant, il faut que l'État leur paye pour qu'ils puissent payer Afriland Bank, parce que vous connaissez comment ça se passe. Quand il souscrit le marché, il apporte dans son truc l'attestation de virement irrévocable. Ça veut dire que l'argent va sauf qu'être viré dans le compte de la personne à Afriland Bank, qui va prélever sa part et mettre le reste à la disposition de l'opérateur économique. Donc, vous voyez que 50% des engagements d'encours crédit d'Afriland First Bank, c'est vis-à-vis des entreprises qui font des marchés publics ou qui travaillent avec l'État. Quelle que soit la forme, le transport, la fourniture de consommables, les marchés, bref, les constructions, tout ce que vous voulez. Afriland Bank, pour donner ces 50 millions de crédits afin de se conformer à la garantie, parce que c'est l'argent des gens qu'elle prend, ou bien ses dépôts, il faudrait qu'il y ait un équilibre débit-crédit. Ça veut dire que cet argent-là représente son passif. Quand elle le sort pour emprunter, à la contrepartie, elle doit avoir une contrepartie en termes d'actifs. C'est pour ça qu'elle vous demande votre titre foncier. Donc, vous apportez un titre foncier. On dit, ah, votre maison, c'est 30 milliards, mais on va valoriser ça à 20 milliards de francs. On va vous donner 30 milliards, mais on va prendre votre maison, mais on va mettre, oh non, on va vous donner 20 milliards, mais votre maison vaut 30 milliards, coût du marché. Donc, jusque-là, finalement, n'a pas de problème. Si en cas de problème, je vends la maison à 30 millions, j'appuie les comptes du type, et puis l'autre partie, j'appuie les intérêts débiteurs. S'il reste 5 millions, je lui retourne les 5 millions de francs. Je peux les faire de notaire, peut-être il reste 1 ou 2 millions, je le lui donne. Le jour où l'État le paye, bon, il prend l'argent là, il va racheter un autre terrain, construire une autre maison. Supposons maintenant qu'il y a récession. L'inconvénient de la récession, c'est que la récession a pour but de dévaluer les actifs. Ça veut dire que une maison que vous avez construite, par exemple, parce que le prix du terrain flambe, il y a l'argent dans l'économie, l'État emprunte, oh là là, on paye les fonctionnaires, on paye les gens qui font les marchés. Vous allez quelque part où le terrain valait 10 000 francs, on dit, ouf, le terrain vraiment, il n'y a même plus, hein, et on demande jusqu'à. Le terrain là maintenant, c'est à 30 000. Ça veut dire qu'une maison qui était dans le parage là, qui valait 20 millions, peut-être vous arrivez, on dit, elle est valorisée à 50 millions de francs. Vous avez à la banque, on peut vous donner le crédit de 30 millions avec. Mais de la même manière aussi, quand l'économie est en récession et qu'il y a moins d'argent, ce genre d'actifs que les banques prennent se déprécient. Ils perdent sa valeur. Si ce qu'on appelle la valeur du marché, market value, si on disait, bon, cette histoire, si ça vaut 50 millions, facilement, la banque aura du mal à trouver quelqu'un qui va donner 20 millions, hein, puisque les gens n'ont plus d'argent. La banque va dire, ah, vraiment, on n'arrive pas à placer à 20 millions. Et chaque année, donc, les banques réévaluent ces biens-là. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la réévaluation. Elles ont des experts qui arrivent et disent, bon, voilà, on réévalue ces biens. Ça valait 50, oui. Ça vaut combien aujourd'hui? Ça vaut 20. Nous avons donné un crédit de combien dans cette histoire avec? Nous avons donné un crédit de 30. Il y a une différence de combien? 20 millions de francs. Ça veut dire que nous avons donné 30 millions de crédit et aujourd'hui, l'entrepreneur n'a pas été payé par l'État. Donc, il ne peut pas nous payer. La valeur du bien, comme qu'il y a la récession économique, il n'y a plus l'argent. Ce bien-là, si on devait le vendre, on le vendrait à 20 millions. La banque est obligée de constituer une provision de 10 millions de francs. Et cette provision va au passif du bilan de la banque.
et diminue les fonds propres. Quand la banque veut calculer ses fonds propres, diminue les fonds propres de la banque. Et avec les ratios de Bâle, on dit vous ne pouvez pas emprunter, je crois que c'est peut-être 5 fois plus que vos fonds propres. Ça vous met les menottes. Vous ne pouvez plus emprunter au-delà d'un certain montant. Vous avez des provisions que vous avez passées pour consentir la dévaluation. Pourtant, le bien a une valeur, mais seulement, il n'y a plus d'argent dans l'économie. C'est ça qui a créé la crise des subprimes ici. Mais ils ont pu réparer ça parce qu'ils ont une souveraineté sur leur monnaie et ils ont des leviers. Ils ont plein de leviers, le quantitative easing, plein d'outils, un package tool qu'ils ont utilisé pour sortir. Mais dans le cas de notre économie, on ne voit pas encore les leviers que l'État propose pour sortir de cette situation. Donc, quand ça crée une sorte de... La récession fait que les actifs dans le bilan de banque vont se dévaluer, les banques vont passer massivement des provisions. En plus, les banques elles-mêmes ont des crédits qu'elles ont fait à l'État directement, qui s'ils ne payent pas, elles vont encore être obligées de passer des provisions. Les comptes des banques vont être des comptes sales, les bilans vont être des comptes sales, les bilans sales, comme on dit. Il y a des outils, moi je connais les outils américains pour nettoyer, je ne connais pas les outils camerounais pour nettoyer, puisque le système est vraiment tellement opaque qu'on ne sait pas ce qui se passe là-dedans. C'est difficile de parler de l'économie du Cameroun, c'est très difficile. Personne ne communique, personne ne dit rien. Aux États-Unis, vous fouillez un livre, vous voyez tout à l'intérieur. Chez nous. Mais à partir du moment où il y a une dévaluation des actifs des banques, ça devient un gros problème. Les banques passent des provisions. Les banques passent des provisions pour risque et perte. Et si jamais cet argent n'est pas venu, elles passent des pertes qu'elles constatent maintenant dans leur bilan. Et ces pertes-là sont obligées d'être des ponts et wipe, comme on dit en anglais, wipe pour la trésorerie. C'est un danger. Le gouvernement camerounais doit prendre ça très au sérieux parce que voilà la menace qui nous guette. Quand on dit que la crise économique arrive, bon, ça, une fois que je dis ça sur ma page, vous avez plein de gens qui ont envie de se défouler là, surtout les gens qui sont dans la liste d'Asingana, parce que je le tag souvent. Ils viennent là, ils insultent massivement, etc., etc., etc. Mais quand ils insultent là, c'est ce qu'ils ne savent pas. Je ne veux pas dire, disons, je ne dis même pas que je suis économiste, je ne veux pas fâcher les gens. Je suis camerounais et je fais de l'analyse. Je vous explique comment ça se passe. Si l'État ne fait pas attention, quand il y aura récession, ça va entraîner une dépression. Et en plus que l'État a mis la fiscalité sur les bâtiments immobiliers, la fiscalité sur les terrains, qui est encore une erreur. On aura un autre live où je pourrais vous expliquer pourquoi c'est une erreur. Donc, quand il a fait cette erreur-là maintenant, ça dévalue. Et ces immobilisations qui sont mises en hypothèque dans le bilan des banques,